Bien, alors bonjour à tous à nouveau. Bienvenue pour cette réunion à distance organisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne dans le cadre de nos activités au sein du réseau Entreprises Europe. Nous avons souhaité faire un point sur les principaux textes européens applicables aux équipements électriques et électroniques et nous aborderons pendant ces 45 minutes bien sûr les directives relatives au marquage CE des équipements électriques et électroniques, mais aussi nous parlerons de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. La réunion va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, une intervention de 30 minutes de Xavier Schmitt de la PAV, puis ensuite un quart d'heure sera dédié à la réponse aux questions que vous nous aurez posées pendant l'intervention via le chat. Je vais donc tout de suite céder la parole à Xavier et n'hésitez surtout pas à nous signaler le moindre souci via le chat ou à nous poser vos questions auxquelles on répondra dans une demi-heure. Merci. Et je vous cède la parole. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation d'environ une demi-heure. Alors, on n'est pas complètement interactif, mais vous avez la possibilité de poser les questions en live. A priori, on y répondra donc à la fin de la présentation. Nous sommes 4 personnes dans la salle, puisque Catherine est là, donc avec Charlène de la CCI qui nous assiste sur tout le fonctionnement du webinaire et qui pourra voir toutes vos questions-réponses. Et puis Éric Boivin de la PAV également, qui est chez nous chargé de la certification de produits électriques. Voilà. Donc, on attaque la présentation. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter les principales évolutions des directives applicables aux équipements électriques et électroniques. Alors, conception des équipements électriques et électroniques, évolution des directives européennes. On est concerné par, a priori, 5 directives sur ce sujet. Donc, on va essayer de balayer l'ensemble de ces directives de manière assez rapide, surtout donc par rapport aux changements qui ont pu apparaître depuis quelques années. Donc, on évoquera notamment les directives basse tension et CEM, la directive RED, qui remplace l'ex-directive RTTE, les ROHS D3E ERP, qui sont les directives qui concernent plutôt l'environnement au sens large du terme, et puis donc un quart d'heure pour les questions-réponses en fin de présentation. Alors, il est bien entendu que Catherine et moi, nous laisserons vos coordonnées, et si des questions viennent après coup, vous aurez possibilité de nous contacter par mail ou d'échanger sur ce type de sujet. Alors, la première étape, ce sont toutes les procédures d'évaluation qui sont décrites dans les directives européennes qui permettent d'aboutir au marquage CE. Pas de changement fondamental sur ce sujet-là, que ce soit pour la basse tension, la CEM, la RED, même pour les autres directives si on voulait parler de machine ou autre, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Quelques détails de principe. Donc, le marquage CE reste toujours applicable et c'est celui qui permet de dire j'impose le marquage CE, ça signifie que mon produit est conforme aux exigences essentielles applicables, donc à l'ensemble des directives qui sont applicables à ce produit. Une déclaration de conformité qu'on appelle maintenant déclaration UE de conformité, donc une déclaration CE de conformité, donc c'est vraiment que du formalisme pour le coup. Et puis la documentation technique qui garde la même forme que ce qu'on pouvait avoir auparavant, que j'expliquerai un petit peu tout à l'heure, avec quand même un élément important en complément qui est l'analyse de risque, qui était sous-jacente dans les précédents textes, mais qui n'était pas demandée explicitement, donc qui est maintenant demandée clairement, notamment dans le cadre de la basse tension. Et puis dans cette documentation technique, quelques évolutions pour les personnes qui sont importateurs ou mandataires ou distributeurs. Donc les définitions ont été apportées, n'étaient pas aussi clairement données dans les précédentes versions des directives. Voilà. Donc une des parties qui change et qui touche à l'aspect juridique, on parle de directives européennes, ce sont des textes réglementaires, donc l'aspect juridique n'est pas anodin, on ne peut pas rester que dans la technique. Donc les notions de fabricant, de mandataire et d'importateur sont importantes et les définitions ont été clarifiées avec le rôle de chacun et ce que doit faire chacun par rapport au marquage CE. Donc j'espère que c'est suffisamment clair pour le moment, que vous entendez assez bien et que vous pouvez communiquer donc, avec le chat et faire savoir si vous recevez mal le son ou autre, il n'y a pas de problème.
a un petit problème de slide. On est en train de corriger rapidement. A priori, vous n'avez pas vu avancer les quelques slides. Donc, j'ai un frein quelques secondes. Okay. Voilà, donc Charlène a pu traiter en live les problèmes informatiques, merci. C'est impeccable. Alors, dans cette démarche d'évaluation de la conformité, cette notion d'analyse de risque qui a été appuyée, on part toujours du produit, définir les usages prévisibles du produit et à partir de là, faire une analyse de risque un peu détaillée. Sur les produits électriques, on n'avait pas forcément l'habitude de le faire parce qu'il existe beaucoup de normes qui sont déterminées et adaptées précisément aux produits. Vous avez des normes en électrodomestique sur les fers à repasser, sur les aspirateurs, sur les cafetières, etc., etc. Donc les normes étant le résultat d'une analyse de risque, on se disait bah, c'est bon, je pars sur la norme et a priori, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas forcément un gros travail supplémentaire à faire, mais il y a un problème de formalisation, de bien tracer cette analyse de risque préalable, donc bien montrer en tant que fabricant qu'on a déterminé à quel type de personne était déterminé le produit. C'est un des points importants. Si l'usager est professionnel ou si c'est un particulier avec éventuellement des enfants, des personnes ayant des handicaps, des personnes âgées, ben, il va falloir le prendre en compte. Donc toutes ces définitions, elles doivent être clairement apportées par le fabricant dans son dossier technique. C'est en ce sens que l'analyse de risque est demandée et qu'elle est importante. Donc l'usage prévisible, toujours important. Dans une notice de produit, toujours dire à quoi sert le produit. C'est la priorité. Vous pouvez mettre des exclusions, mais commencer à mettre des exclusions, c'est très difficile parce qu'on a du mal à être exhaustif. Alors dire une bouilloire, ça sert à chauffer de l'eau et exclusivement à chauffer de l'eau, c'est clair, net et précis. Donc ce genre de choses va être très importante et à définir dès l'analyse préalable du produit. Donc, dans la démarche d'évaluation de conformité, lorsqu'on a déterminé recherché ces référentiels, lorsqu'on a déterminé cette analyse de risque, on va pouvoir rechercher les référentiels applicables, et à partir de là, déterminer les modes de preuve qui vont permettre de justifier que le produit est conforme aux directives qui lui sont applicables, et donc permettre de dire, bah, j'impose le marquage CE parce que j'ai prouvé que mon produit respectait les exigences applicables. Sur le principe, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'on avait dans les précédentes directives. C'est le formalisme qui évolue et qui vous oblige à vous poser des questions adaptées quant au risque d'une manière générale. Alors en premier lieu, je vais vous parler des directives BT et CEM, qui sont les principales directives lorsqu'on parle de risque appliqué à un produit. Donc la directive basse tension avait pour numéro 2006-95-CE et depuis 2014, donc on a la directive 2014-35-UE, qui est applicable depuis le mois d'avril 2016. Aujourd'hui, toutes les déclarations de conformité doivent être faites en regard de la 2014-35-UE. Il n'y a pas eu de période transitoire parce que les analyses, les risques et les problématiques ont très peu évolué. C'est principalement le formalisme qui a changé. Donc aujourd'hui, votre produit doit être déclaré par rapport à la directive 2014-35-UE. Si vous êtes importateur et qu'un produit passe à la douane avec la 2006-95-CE, même si tout est nickel, il va être bloqué. Parce que la première chose que vont voir les personnes en charge du respect des règles, donc les douaniers, c'est qu'il y a une déclaration qui n'est pas conforme à ce qu'on attend, donc doute. Donc attention au formalisme. Le domaine d'application n'a pas changé, donc tous les produits alimentés au-delà de 50 volts en alternative 75 en continu sont soumis à la directive basse tension. Donc pas de modification technique, pas de changement de fond sur la directive. Ça ne veut pas dire qu'un produit alimenté en moins de 50 volts n'est pas soumis à des normes, mais en tout cas, il n'est pas soumis à la directive basse tension en tant que telle. Et puis, il y a un changement qui est important, mais pas forcément fondamental pour les fabricants, importateurs ou responsables de la mise sur le marché. Ça a plus d'importance pour nous, organismes. Il n'y a plus de notion d'organisme notifié dans le sens de la directive basse tension. Donc, un organisme notifié, c'était un organisme reconnu au niveau européen
qui avait la compétence reconnue pour éventuellement juger, trancher lorsqu'il y avait un problème sur un produit. Aujourd'hui, les organismes qui contrôlent le marché, comme la répression des fraudes ou les douanes, s'appuient sur des laboratoires accrédités parce qu'ils ont une compétence technique en tant que laboratoire, mais ne fait pas appel ou ne faisant pas appel à des organismes notifiés, la notion de notification en basse tension a été arrêtée. Donc le mode de preuve dans le cadre de la directive basse tension, c'est comme avant, c'est le module A, ça s'appelle module A, c'est un module pour lequel il doit y avoir une évaluation de conformité de type et une garantie du suivi de fabrication des produits. Donc, tout ce que vous mettez sur le marché est conforme au type qui a été validé. Et c'est de l'auto-certification. Il n'y a aucune obligation de passer par organisme tierce partie. Même si vous vous faites assister par des labos externes qui vont vous faire des essais, des rapports, etc., en final, c'est vous, en tant que fabricant ou importateur, qui prenez la responsabilité et qui a posé le marquage CE en final. Concernant la CEM, alors même principe, c'est la forme qui va changer, puisqu'on est passé à la 2014-30 UE, alors que la précédente version c'était la 2004-108 CE, applicable également depuis la fin avril 2016, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et même principe, il n'y a pas eu de période transitoire, et les déclarations de conformité que vous fournissez doivent l'être en regard de la 2014-30 UE. Même principe que tout à l'heure, si vous faites référence à la 2004-108 CE, peut-être que tout le fond est bon, mais ça risque de ne pas passer parce que le papier qui arrive à la douane, le premier, n'est pas bon. Donc les modes de preuve, alors en CEM, il existe toujours des organismes notifiés. Donc vous avez toujours le mode de preuve classique qui est d'appliquer les normes harmonisées européennes, de faire les essais en interne ou en se servant de laboratoires externes qui ont des compétences et des moyens d'essai. Et puis de monter un dossier technique complet au vu de ces rapports d'essai et d'apposer le marquage CE en finale avec, toujours pareil, conformité du type et derrière garantir que les produits mis sur le marché sont conformes au type qui a été testé. Mais il y a une possibilité également dans le cadre de la directive CEM, puisqu'il existe des organismes notifiés, c'est de s'appuyer sur les organismes notifiés pour prouver la conformité du produit. Cette notion d'organisme notifié va notamment pouvoir être appliquée lorsque on ne peut pas appliquer les normes harmonisées. La notion de norme harmonisée est importante. Une norme harmonisée, c'est une norme qui est reconnue au niveau européen. Donc, c'est par exemple, NFEN en France, BSEN en Angleterre, DIN-EN en Allemagne, etc., etc. Donc, EN pour European Norm. Donc, c'est une norme qui est reconnue au niveau européen et qui a été listée dans le cadre de la directive comme norme donnant présomption de conformité aux exigences essentielles qui sont applicables. Donc, dans certains cas, on ne peut pas appliquer les normes harmonisées sur un produit parce qu'il n'y a pas de normes adaptées, parce que c'est un produit volumineux qu'on ne peut pas tester en labo pour un tas de raisons. Et on va faire appel alors à un organisme notifié qui aura les moyens et la compétence de juger, au vu du dossier technique, au vu des quelques essais qui ont été faits, si le produit peut être considéré conforme ou est présumé conforme aux exigences essentielles applicables. Alors, la troisième directive que je vais évoquer, c'est la directive RED, qui porte le numéro 2014-53-UE, qui remplace la précédente directive qui s'appelait RTTE et qui est applicable donc depuis le mois d'avril 2017. Pour cette directive, il y a eu une période transitoire d'à peu près 1 an, entre mi-2016 et mi-2017, où on pouvait être conforme à l'ancienne directive jusqu'au 22 avril 2017. Aujourd'hui, c'est la directive RED qui s'applique. Et là encore, si vous avez un produit radio, c'est la directive RED qui fait foi. Alors la directive RED est un petit peu spécifique, ça va être un peu comme la directive machine pour ceux qui la connaissent. Elle peut couvrir d'autres risques, et notamment un produit qui est déclaré conforme à la directive RED n'a pas besoin ou ne doit pas être déclaré par rapport aux directives basse tension et CEM. Alors c'est un petit peu complexe sur le principe ou en apparence, mais ce même produit qui est un produit détenant des équipements radio, un émetteur Wi-Fi, un émetteur Bluetooth, etc., par exemple, va être déclaré conforme à la directive RED, même s'il est alimenté en basse tension, et donc il pourrait être soumis sur le principe à la directive basse tension. Alors la déclaration sera faite sur la forme à la directive RED, ça n'empêchera pas que pour valider ce produit, vous ayez appliqué les principes de conception de la directive basse tension et donc éventuellement les normes harmonisées de la directive basse tension. Donc c'est juste un problème de forme, ce n'est pas un problème de fond, mais là aussi c'est important parce que dans le texte, vous devez appliquer ce qui est demandé réglementairement. Alors, avant de passer, je suis allé un petit peu trop vite. Je vais rester sur la directive RED.
Il y a quelques changements entre la directive RTTE et la directive RED, notamment sur la gamme de produits qui sont concernés. Les équipements terminaux de communication, comme les téléphones fixes filaires classiques, ne sont pas soumis à la directive RED alors qu'ils rentraient dans le cadre de la RTTE. Ils sont basse tension et CEM. Au contraire, certains équipements qui étaient uniquement récepteurs radio et pas émetteurs, mais uniquement récepteurs, n'étaient pas soumis à la précédente version de la RTTE, alors que là, ils rentrent dans le cadre de la directive RED. Donc un petit changement du domaine d'application qui n'est pas forcément anodin. Un aparté, un équipement électrodomestique simple, une cafetière par exemple, a priori soumis à la directive basse tension, CEM, ROHS, etc. Si cet équipement est équipé d'un module Wi-Fi, Bluetooth ou autre pour pouvoir être piloté à distance, ça devient un équipement radio. Donc vous allez appliquer la norme des cafetières pour la Sécu ELEC, vous allez faire les essais CEM similaires à ceux que vous auriez fait en ELEC, mais vous allez prendre en compte toutes les exigences de la directive RED en priorité, et c'est cette directive qui chapeautera les autres. Encore une fois, c'est un problème de forme, mais c'est important. Je ferai une synthèse en fin de présentation, je regarde le chrono, je ferai une synthèse en fin de présentation des évolutions principales de l'ensemble des directives. Alors la directive D3E, c'est la directive qui concerne le recyclage des déchets des équipements électroniques, au sens large du terme. Elle n'a pas changé depuis 2012, donc c'est toujours la version 2012-19 qui s'applique. Pas de changement, pas de principes qui ont évolué depuis 2012. Donc je passe assez vite, ça n'empêchera pas, si vous avez des questions, de pouvoir vous répondre si vous le souhaitez. Donc dans cette directive, toujours la prise en compte du cycle de vie des produits, de l'utilisation, de la production, de l'utilisation, le recyclage et la réutilisation éventuelle ou la valorisation des déchets. Les objectifs de la directive des 3E vont dans ce sens-là. Ah, pardon. Oui, la poubelle barrée, effectivement, le symbole qui permet de justifier la conformité à la directive. Merci Catherine. Bon, la liste des équipements soumis n'a pas changé depuis la dernière évolution. Par contre, les moments d'application de cette directive pour les différents produits peuvent évoluer. Par exemple, les dispositifs médicaux ne rentraient pas dans le cadre de la directive des 3E jusqu'en 2016. Ils sont rentrés dans le cadre depuis cette année. Donc, les gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, les équipements informatiques et de télécom, le matériel grand public et panneaux photovoltaïques, le matériel d'éclairage, les outils électriques et électroniques, les jouets équipements de loisirs et de sport, les dispositifs médicaux maintenant, les instruments de surveillance et de contrôle, les distributeurs automatiques. Et c'est une liste qui pourra peut-être s'enrichir dans les années à venir, probablement. Alors, on arrivera à tout équipement électrique et électronique à terme, c'est l'objectif. Voilà. 15 août 2018, normalement, à part quelques exceptions, tout équipement électrique et électronique sera soumis. Il n'y a pas de changement sur la directive globalement. La directive ERP, c'est la directive qui concerne les économies d'énergie au sens large du terme. Alors, pas de changement depuis 2009. Cette directive est un petit peu spécifique parce qu'elle est assez générale. Par contre, elle est limitée en termes de domaine d'application. C'est-à-dire qu'elle peut concerner à peu près tous les produits électriques, sauf que le préalable, c'est qu'il en soit vendu 200 000 par an dans la communauté européenne. Donc les lampes, les ampoules, les choses comme ça vont effectivement être concernées. Ça ne va pas être le cas d'un certain nombre de produits qu'on rencontre sur le marché. Voilà, donc produits liés à l'énergie, tels que les produits électriques et électroniques, mais ça touche aussi des fenêtres, des matériaux d'isolation, des produits consommateurs d'eau, etc., etc. C'est quelque chose qui est large spectre et qui va également de la production du produit jusqu'au recyclage et à la famille. Il y a une étape qui a sauté. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, ah oui. Dans le cadre de la directive ERP, effectivement, un point très important, le marquage est soumis à un règlement d'exécution. C'est-à-dire que la directive est assez générale, elle donne des principes à appliquer, donc pour les économies d'eau, d'énergie, etc., etc. Et puis derrière, il y aura des règlements d'exécution par produit. Alors vous en avez un sur les lampes fluo, vous en avez un sur les lampes à économie d'énergie, vous en avez un sur les blocs alimentation qui permettent d'alimenter les téléphones, les ordinateurs, etc., etc., avec le mode veille. Vous avez le mode veille sur les téléviseurs, vous avez un règlement sur les frigos, sur les machines à laver, sur les sèche-linges. Bon, il y en a aujourd'hui une bonne quinzaine et ça va évoluer dans le temps. Donc ce sont des règlements d'exécution qui donnent application de cette directive en fonction du type de produit. Et le marquage CE intègre cette directive-là. Donc le marquage CE aujourd'hui, ah oui, une évolution que je n'ai pas dit tout à l'heure sur la ROHS,
La première version de la RoHS ne demandait pas le marquage CE, alors que maintenant, la déclaration de conformité qu'on va faire sur un produit intègre la directive RoHS. Le CE veut dire conforme aux directives, basse tension, CEM, RoHS, etc. La RoHS, on pourrait peut-être y revenir un peu, donner plus de détails ce que c'est. Alors, le texte. Oui, la RoHS, c'est une directive qui concerne la non-utilisation des substances dangereuses. Donc, il y en a 8 qui sont listées, dont le plomb, le cadmium. Alors après, ce sont des noms chimiques, le chrome hexavalent, celui-là, on peut encore le dire. Après, il y a le polybromophényl. Donc, vous avez 8 matériaux, 6 et on est passé à 8. Et il y en a 2 autres, 8 plus 4 maintenant. Ouais, vous voyez, ça change. Il y a 10 substances maintenant qui ne sont pas complètement interdites, mais pour lesquelles il doit y avoir une limitation des quantités utilisées dans les produits. Alors, ça a beaucoup joué il y a quelques années sur toutes les soudures, par exemple, avec la non-utilisation du plomb, des choses comme ça. Donc, la directive RoHS, en général, pour justifier de sa conformité, il faut monter un dossier technique complet dans lequel on va justifier que tous les composants intégrés dans le produit respectent cette directive RoHS. Et dans certains cas, lorsqu'il manque des éléments sur ces composants, on pourra être amené à faire des mesures complémentaires pour vérifier justement la non-utilisation de ces substances dangereuses ou le respect des quantités qui sont admises pour ces substances dangereuses. Voilà pour les pas. Et la directive RoHS donc impose le marquage CE aujourd'hui. Alors si j'ai encore 5 minutes, je vais vous faire un résumé des principales évolutions des directives. Donc ce qui n'a pas changé dans les différents textes qu'on vient d'évoquer, c'est les domaines d'application des directives. Sauf sur la directive radio, donc j'ai évoqué les terminaux de télécommunication d'une part, qui ne sont plus radio, et puis d'autre part les récepteurs, qui sont que récepteurs, qui eux maintenant rentrent dans le cadre de la directive radio. Les exigences essentielles n'ont pas changé. En basse tension, les exigences essentielles de sécurité n'ont pas changé. En CEM, elles n'ont pas changé. On ne doit pas émettre de perturbations et ne pas être sensible à l'environnement électromagnétique. Le processus de certification n'a globalement pas changé sur l'ensemble des directives. Les notions d'organismes notifiés existent toujours, sauf en basse tension, ça c'est un changement important. La notion de normes harmonisées n'a pas changé. Les normes harmonisées sont le meilleur moyen de prouver la conformité d'un produit aux exigences essentielles qui sont applicables. Les normes ne sont, j'allais dire jamais, pratiquement jamais obligatoires, sauf si un texte de loi, tel qu'une directive, un décret, un arrêté, les rend obligatoires. Mais même si elles ne sont pas obligatoires, si vous avez prouvé que votre produit est conforme à une norme, ça donne présomption de conformité à la directive. Donc c'est le meilleur mode de preuve, en tout cas le plus simple. La parution des textes au journal officiel de l'Union européenne, ça reste et ça continuera dans ce sens-là. Et puis la déclaration de conformité avec le dossier technique, ça n'a pas changé, si ce n'est que maintenant on fait une déclaration de conformité UE au lieu d'une déclaration de conformité CE. C'est un détail. Et les textes de référence donc, qui ont évolué avec notamment les directives de 2014. Ce qui a changé pas mal, c'est sur les opérateurs économiques, définition précise de ce que sont un importateur, un distributeur et un mandateur. Sur le fabricant, il n'y a pas de changements fondamentaux. Alors, je vais vous donner les principales obligations qui sont énumérées dans les directives. C'est bien parce que c'est commun dans les textes basse tension, CEM et radio à des détails près, et donc les exigences se retrouvent. Sur un fabricant, donc respecter les objectifs de sécurité, ça paraît une évidence, et ou les exigences essentielles de la directive. Établir la documentation technique. Alors la documentation technique, c'est un dossier qui est relativement large. Ça va intégrer effectivement les rapports d'essai et la déclaration de conformité, c'est ce qu'on voit en finale, mais ça intègre toutes les notions de conception, ça intègre les définitions d'usage, ça intègre l'analyse de risque qui devient maintenant fondamentale, qui permet de dire le type d'usager, ça va être ça, les usages raisonnablement prévisibles, c'est cela. Les usages raisonnablement prévisibles, ce sont les usages pour lesquels le produit est prévu, et puis les usages non prévus, mais qui sont facilement détournables et qu'on pourrait voir appliqués sur le produit. Donc, ils peuvent amener des risques spécifiques. Donc ça n'a pas changé, ça doit être mieux détaillé que ça ne l'était auparavant. La déclaration UE de conformité, ça n'a pas changé. L'archivage de la documentation technique, c'est clairement dit maintenant pendant 10 ans après la fin de vie du produit. Donc, c'était pas écrit aussi officiellement dans l'ensemble des directives, là maintenant c'est une exigence. Les procédures de mise en place pour la production en série afin que le produit reste conforme, ça existait. Donc aujourd'hui, vous faites un examen de type, vous validez votre produit, vous faites les essais, examens, etc. Vous apposez le marquage CE.
vous justifiez que votre produit est conforme aux directives applicables, mais derrière, si vous en fabriquez 10, 100 ou 10 000, quelle que soit la quantité, vous devez montrer que tous ces produits fabricants sont conformes au type qui a été validé. Donc ça, c'était déjà le cas au préalable. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de tenir compte des évolutions des normes dans la période de vie du produit. C'est-à-dire que lorsque vous concevez un produit aujourd'hui, vous appliquez la norme de 2017, ce produit, vous allez le vendre 10 ans. Si en 2020, la norme évolue, vous devez prendre en compte les évolutions des normes et les retracer au niveau de votre dossier technique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire, ça veut dire qu'il faut regarder l'impact de l'évolution de la norme sur votre produit et le prendre en compte. L'équipement doit porter un numéro de type, un numéro de lot de série ou un élément permettant son identification. Et si la taille ne le permet pas, c'est peut-être sur l'emballage ou la notice. C'était des notions qui étaient déjà précisées dans les dernières versions des directives. Le fabricant doit indiquer son nom, sa raison sociale et ou la marque déposée et l'adresse postale sur le matériel. Ce n'était pas demandé aussi explicitement au préalable. Même si le fabricant n'est pas dans l'Union européenne, s'il reste le fabricant, il doit annoter tout ça. Les instructions et informations doivent être dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. Donc ça n'a pas changé, c'était déjà le cas au préalable. Des petites précisions complémentaires dans le dossier technique. Pour la directive RED, c'est préciser les bandes de fréquences et les puissances maximales dans la notice. C'est un détail qui n'est pas anodin. Dans la notice. Dans la notice, oui, on va le trouver. Et puis ensuite, alors ça, c'était pas écrit de manière aussi claire, mais c'était sous-jacent, mais c'est écrit maintenant dans les directives. Si on a des raisons de croire en tant que fabricant que le produit n'est pas conforme, alors on doit rapidement mettre des actions correctives en place. Autrement dit, vous avez le devoir d'analyser, de vérifier, de faire des retours d'expérience et vite de corriger si vous détectez quelque chose. C'était écrit, mais pas aussi clairement au préalable. Donc ça, pas de changements fondamentaux, un peu de changement de forme. Les obligations des importateurs ont été beaucoup plus clairement définies et c'est là où on va trouver quelques évolutions. Donc l'importateur se doit de mettre sur le marché un produit conforme. Ça paraît être une évidence, mais c'est bien de le redire. Il doit s'assurer que la procédure d'évaluation de conformité a été appliquée par le fabricant. Donc l'importateur va demander le dossier technique au fabricant, la déclaration CE, mais éventuellement, il va falloir qu'il s'en assure, donc en demandant peut-être les rapports, l'analyse de risque, le dossier technique, etc., etc. Donc, il va s'assurer que le fabricant établit la documentation technique, donc il va bien falloir qu'à un moment, il y ait des possibilités de regard dessus. Il s'assure que le produit a le marquage CE était accompagné des documents requis, ça c'était déjà le cas au préalable. Il s'assure que le fabricant a apposé sur l'appareil son nom, son adresse postale, une identification de l'appareil, un numéro de série, etc. Ce n'était pas forcément marqué aussi clairement au préalable. Et l'importateur doit en plus lui-même indiquer son nom, sa raison sociale et l'adresse postale sur le matériel. Ça, ce n'était pas demandé au préalable. Donc, sur un produit, vous pouvez avoir le fabricant et l'importateur qui ont apposé tous les deux l'ensemble de leurs coordonnées. Donc, veille à ce que le matériel soit accompagné des instructions et informations de sécurité. Donc, c'était déjà le cas au préalable. Et sont responsables des conditions de stockage et de transport. Effectivement, l'appareil, vous le faites venir d'un autre pays que le pays de la communauté européenne, vous l'importez. Pendant le transport, il peut y avoir des dégradations. Pendant le stockage, il peut y avoir des dégradations dues aux vibrations, dues aux conditions climatiques, ou à un tas d'autres paramètres. Vous devez vous assurer qu'à l'arrivée chez vous et chez le client, le produit reste conforme aux exigences applicables. C'était déjà le cas au préalable, mais ce n'était pas dit aussi clairement. Là, c'est formalisé. L'importateur se doit d'archiver la documentation technique, là aussi pendant 10 ans après la fin de vie du produit. Et puis se doit, sur demande des autorités, de fournir les éléments permettant de justifier la conformité du produit. Donc un importateur maintenant a quasiment les mêmes obligations que le fabricant, même si ce n'est pas lui qui bâtit le dossier technique, il doit avoir les éléments et pouvoir prouver que le produit est conforme. Et puis pour les distributeurs, donc le distributeur s'assure que le produit respecte la directive, ça c'est au vu des éléments tels que le marquage CE et la déclaration UE de conformité. Donc le distributeur doit à minima s'assurer que les textes qui ont été pris en référence sont les bons. En lisant la déclaration UE de conformité, il va voir si le produit a été déclaré passe tension, CEM, ROHS, etc. Il doit vérifier que les documents qui sont donnés, tels que les notices ou autres, la déclaration UE de conformité, sont dans la langue du pays où il va distribuer le produit. C'est une nécessité également.
Et encore une fois, si eux aussi ont des raisons de croire qu'il y a un problème de conformité du produit, ils se doivent de remonter l'information. Ils ne peuvent pas dire, ah non, moi je ne pouvais pas savoir parce que je suis que distributeur. Aujourd'hui, c'est à eux de se poser des questions, de faire des retours d'expérience et de remonter des informations. Et là aussi, ils sont responsables des conditions de stockage et de manutention des équipements. Donc ce ne sont pas des changements fondamentaux, ce sont des principes qui étaient sous-jacents, mais qui n'étaient pas écrits de manière aussi claire au préalable. Là, aujourd'hui, la responsabilité du fabricant, de l'importateur, du distributeur sont très clairement définies et c'est tracé dans le marbre, si je puis dire. Donc, la déclaration de conformité, pas de changement fondamental. La documentation technique, pas de changement fondamental, hormis le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, d'intégrer cette analyse de risque dans la documentation technique. Voilà, je crois qu'on est à peu près à l'heure. C'est peut-être intéressant de dire effectivement que le distributeur peut se transformer, son statut peut être requalifié. Oui, c'est juste. C'est une précision, vous avez raison, Catherine. L'importateur ou le distributeur peuvent être considérés comme fabricants et donc les obligations des fabricants vont s'appliquer à eux-mêmes. Alors, considéré comme fabricant, un importateur ou un distributeur est considéré comme fabricant pour l'application de la directive lorsqu'il est soumis aux obligations incombant aux fabricants en vertu de l'article 6. Donc, lorsqu'il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sous sa marque, ou lorsqu'il modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché, de telle sorte qu'il peut y avoir un impact sur la conformité du produit. Donc, si vous recevez des produits qui viennent d'un pays tiers, autre que le pays de la communauté européenne, et que vous faites une modification dessus, même si c'est une modification qui paraît anodine, alors vous devenez fabricant et donc vous n'êtes plus importateur ou distributeur, vous avez le rôle du fabricant. Voilà pour la présentation. Donc, je pense qu'il y a quelques questions qui ont été écrites. Oui. Alors, la première question concerne la date d'application de la directive. La date d'application de la directive est le 13 juin 2017 et non le 22 avril 2017. Et il y avait une période transitoire depuis le 13 juin 2016, ça doit être pour la directive RED, c'est ça, je pense. Directive RED, un an de période transitoire, c'est ça. Par contre, sur la date, c'est possible qu'il y ait eu une coquille sur la date. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est bien la directive RED qui s'applique, donc la dernière version. Est-ce que, oui, vous pouvez, Xavier, nous dire un mot sur REACH et sur l'impact que ça peut avoir sur ce type de matériel? Oui, un mot sur REACH. Alors, REACH est une directive qui concerne plutôt la circulation des produits ayant des composants chimiques. Donc, a priori, lorsque un produit chimique est modifié, transformé, etc., et qu'on intègre donc des plastiques, par exemple, dans un produit, la directive REACH va s'appliquer. Mais elle ne rentre pas dans le cadre du marquage CE, de la mise sur le marché du produit. La directive REACH s'applique à l'industriel qui achète et revend des produits chimiques en tant que tels. Ça peut concerner aussi les entreprises qui commercialisent des articles ou des objets. Oui. Le fabricant doit quand même, ou l'importateur de l'article, doit quand même vérifier s'il y a une substance extrêmement préoccupante dans le et puis doit comptabiliser les matières plastiques, etc. Voilà, tout à fait. Oui. Mais ça n'a pas d'impact sur le marquage CE et la mise sur le marché du produit. C'est un autre domaine, effectivement. Il y a une question un peu connexe justement sur REACH. Justement, le règlement REACH va-t-il finir par fusionner avec ROHS? Non. Je dirais que non. Non, c'est deux domaines bien différents. ROHS, c'est vous ne devez pas utiliser certaines substances, vous devez les utiliser à des quantités réduites, plomb, cadmium, etc. Alors que REACH, c'est une comptabilisation des matières plastiques au sens large du terme qui sont utilisées sur le territoire. Alors, j'ai la question d'un fabricant d'un équipement, c'est un contrôleur de serre, alimenté par panneaux solaires ou secteur en 12 volts. Et cette entreprise nous demande si elle est soumise à la directive basse tension, puisque ça concerne uniquement les équipements à partir de 50 volts. Alors quand on est sur du panneau solaire ou du secteur, mais du secteur en 12 volts,
Alors, si vous avez un raccordement à un moment à une tension supérieure à 48 volts, enfin 50 volts alternatifs ou 75 continus, même si c'est par un chargeur externe ou par un chargeur déjà validé, vous êtes soumis à la basse tension. Si on n'a que les panneaux solaires du 12 volts jusqu'à 48 volts et qu'on alimente tout à partir de ces panneaux solaires sans recréer de 230 volts, on n'est pas soumis à la directive basse tension. Par contre, on va appliquer des normes qui sont à peu près équivalentes. Donc, s'il y a un onduleur, s'il y a des chargeurs, s'il y a des choses comme ça, qui sont les mêmes que celles qu'on utilise en basse tension, sauf que dans la norme, on va avoir un tas d'articles non applicables puisque le risque électrique va être éliminé du fait qu'on n'utilise pas de tension dangereuse. Mais on regardera les effets d'échauffement, la tenue au feu et puis les risques mécaniques s'il y en a, par exemple. Une autre question qui concerne la D3E. Le logo poubelle barrée, faut-il utiliser celui qui est souligné ou celui qui n'a pas de trait horizontal en dessous de la poubelle? Alors ça, c'est une bonne question. Je dis ça parce que je n'ai pas la réponse comme ça. Je pense que on peut utiliser plutôt la poubelle barrée avec le trait, sachant que le trait signifiait que le produit avait été mis sur le marché avant le 13, je sais plus, 13 août 2005. Il me semble. Parce que c'était depuis l'ancienne directive, la précédente directive des 3E qui datait de 2002. Pour moi, c'est juste la poubelle barrée, normalement, sans le trait. Maintenant. Voilà. C'est ça? Bon, écoutez, ça, ce que je vous propose. Ah, avec le trait, c'est la dernière version. Ce que je vous propose, c'est que cette question, on va revérifier avec Xavier et on vous répondra par écrit dans un mail. A priori, Eric, mon collègue vient de regarder sur le texte et c'est bien la poubelle barrée avec le trait en dessous qui apparaît dans la dernière version. Donc c'est moi qui ai dit une bêtise. Ensuite, la directive BT est-elle applicable pour les installations de production énergétique ou seulement les produits alimentés en BT? Alors, c'est les produits qui sont soumis pour leur mise sur le marché. Ce qu'on appelle une installation a priori, c'est un assemblage de produits en un lieu donné pour une utilisation donnée, et ça reste à un endroit fixé a priori. Donc, une installation n'est pas soumise à la directive basse tension. Elle est soumise à la directive CEM, d'ailleurs, par ailleurs, sans que ça n'oblige à un marquage CE pour l'installation et sans que ça oblige à refaire tous les essais des normes. Mais ça oblige à avoir un dossier technique qui permet de justifier que l'assemblage a été fait en conformité à la CEM. Mais côté basse tension, non, il n'y a pas d'application de directive basse tension. Par contre, vous devez d'avoir des composants conformes, donc tout ce qui constitue cette installation, que ce soit des alimentations, des coffrets électriques, des moteurs, des pompes, enfin tout ce qu'on veut, doit être conforme CE, conforme à la directive basse tension. Et l'installation doit être conforme aux règles d'installation du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors en France, on va parler de la norme NFC 1500 pour l'installation électrique. Dans d'autres pays, c'est la norme IEC 6364, etc. Mais les composants doivent être conformes, les appareils utilisés doivent être conformes, l'installation globale doit respecter les règles du pays, mais on n'est pas soumis à la directive basse tension. Si on importe un produit à notre marque avec notre nom et adresse, importation d'un pays tiers, sommes-nous considérés comme fabricants ou importateurs? Alors, si vous l'importez, vous êtes importateur. Si c'est à votre marque, avec votre nom et que vous voulez, par exemple, pas voir apparaître le nom du fabricant, vous prenez le rôle du fabricant. Donc, vous devez avoir le dossier technique complet, dont les rapports d'essai, de conformité, etc., etc. L'analyse de risque, tout ce qui est demandé dans le dossier technique. Alors, vous pouvez avoir récupéré les rapports du fabricant, vous pouvez le monter, mais c'est vous qui devez en avoir la main complète. Vous jouez le rôle du fabricant. Si par contre, vous importez le produit, vous ajoutez votre nom d'importateur, mais vous laissez le nom du fabricant en tant que fabricant et il apparaît toujours en tant que fabricant, alors vous êtes importateur. La nuance est subtile. Une autre question, toujours concernant une importation. En cas de non-conformité d'un produit, alors que le fabricant fournit tous les documents qui laissent penser à l'importateur que le produit est conforme, que se passe-t-il? Les autorités françaises vont-elles aller chercher la responsabilité du fabricant à l'étranger? Non, ils vont d'abord aller chercher l'importateur. Alors, si le fabricant est en Europe, ce sera plus facile de remonter.
Et éventuellement, l'importateur pourra essayer de se défendre, mais le premier qui va être en contact avec les autorités, c'est l'importateur. C'est l'importateur qui va être mis à l'amende, si je puis dire. Alors, l'importateur va sortir le dossier technique, il va montrer ce qu'il a fait, il va justifier au vu du dossier. Déjà, il aura montré qu'il a fait ce qu'il faut, même s'il y a une erreur. Il n'y a quand même pas une présomption de volonté de mal agir. C'est très important au niveau juridique, mais néanmoins, c'est lui qui sera en première ligne. Après, à lui de se retourner vers le fabricant, ce qui est moins facile lorsque ce fabricant n'est pas implanté en Europe. Alors, le cas de figure où on a un fabricant européen qui fabrique des produits en Chine, dans sa propre usine. Quelle est l'adresse? Est-ce qu'on mentionne l'adresse européenne? Oui. Est-ce que cela suffit? Oui, le fabricant même s'il européen. fabrique en Chine. Oui, c'est le fabricant européen qui déclare son produit. Donc, même s'il fabrique en Chine, il peut mettre ses coordonnées en France, enfin en Europe en tout cas. Après, je crois qu'il existe maintenant des codes et des moyens de savoir quelle est l'usine de fabrication, mais ce n'est pas évoqué directement dans le dossier ici. Alors, encore une autre question. Notre société fournit des constructeurs OEM d'engins agricoles en système de climatisation et de chauffage électrique jusqu'à 600 VDC. Oui, ça doit vous parler. 600 volts continu. Voilà. Sommes-nous soumis au marquage CE, sachant que l'on ne fournit pas le grand public en direct, seulement des professionnels? Alors, le fait qu'on ne fournisse pas le grand public, ce n'est pas un problème par rapport au marquage CE. Si vous êtes soumis à la directive basse tension, donc 600 volts continu, c'est la directive basse tension, alors vous êtes soumis au marquage CE. Après, il faut regarder l'usage du produit. Quand c'est intégré dans des véhicules, parfois ce sont des textes spécifiques qui s'appliquent. Mais a priori, en 600 volts, même vendu à des professionnels, c'est soumis au marquage CE. Il faut regarder les exclusions. Les engins de transport, par exemple, les véhicules automobiles. Là, on est sur des engins agricoles. Alors non, pour moi, c'est marquage CE. L'engin agricole, c'est une machine. Ça rentre dans le cadre des machines et les machines doivent intégrer des composants qui respectent les exigences des directives classiques. Bien. Il peut y avoir des exigences supplémentaires, qui vont s'additionner ou s'ajouter. Je pense que notamment en CEM, les essais sur les engins agricoles sont spécifiques, mais on est quand même soumis à des règles telles que celles de la basse tension et de la CEM. Alors, toujours pour rester sur le domaine électrique, il y a aussi la directive produit de construction qui impose le marquage CE dans certains cas. Par exemple, les câbles électriques et les câbles de commande, notamment vis-à-vis de la réduction au feu, qu'en est-il des cordons de raccordement concernés ou pas par la CPR? Est-ce que Alors, je ne pense pas que les cordons de raccordement rentrent dans les produits de construction. Par contre, ils rentrent dans la directive basse tension. Ils rentrent dans le cadre de la directive basse tension si ce sont des cordons faits pour alimenter des réseaux au-delà de 50 volts. Quand c'est juste un cordon USB alimenté en 5 ou 12 volts, il n'est pas soumis à la basse tension. Mais un câble d'alimentation qui est fait pour le chargeur du téléphone qu'on va brancher sur une prise, lui est soumis à la directive basse tension. Alors, je reviens sur la question précédente. L'entreprise nous dit, pour les véhicules sur le transport de personnes, l'entreprise n'est pas soumise à la ROHS, par exemple. Parce que ROHS, effectivement, il y a une directive sur les véhicules en usage. Voilà, je pense que c'est une autre directive qui s'applique et du coup, alors non, c'est la D3E qui s'applique pas. La ROHS, il y a probablement des choses spécifiques pour les véhicules. Mais là, on est sur la ROHS, il y a une exclusion pour les transports de personnes. C'est pour ça que. Mais je pense qu'il y a d'autres exigences. Oui. Mais donc, du coup, ce serait, on va dire, exclu de ROHS. Alors, on serait exclu de ROHS. Par contre, il y a une directive spécifique qui s'applique et qui va intégrer des choses sur la fin de vie, le recyclage, oui, tout à fait. Les matériaux véhicules hors d'usage. Est-ce que les prototypes sont soumis au marquage CE? Alors, est-ce que, effectivement, c'est une question que j'ai régulièrement. Non. Est-ce que un prototype qui est proposé à des utilisateurs pour justement faire des tests, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est soumis au marquage? Non. Ou est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'il n'y a pas de
on considère qu'il n'y a pas eu de première mise à disposition. C'est pas une mise sur le marché en tant que telle quand c'est un proto. Tu es d'accord, Eric? C'est pas une mise sur le marché, donc il n'est pas soumis au marquage CE. Mais vous avez quand même une obligation de faire une analyse et de respecter les règles de sécurité. Donc on ne vous imposera pas d'avoir un dossier complet, d'avoir fait tous les essais, d'avoir monté le dossier avec tous les composants, d'avoir marqué, etc., etc. Mais vous devez vous préoccuper des exigences de base. Je vais vous donner un exemple tout simple. Alors, ce n'est pas la directive, les dispositifs médicaux ne rentrent pas dans ce cadre-là, mais justement, ça permet d'être transversal. Souvent, sur un dispositif médical, quand il est nouveau, innovant, on va faire des essais cliniques. Avant de faire les essais cliniques, on demande de vérifier les notions d'isolation, les notions de courant de fuite et tout un tas de mesures sont faites. Mais on n'applique pas les normes complètes pour faire les essais et les essais sont restreints, c'est-à-dire que c'est fait en présence du fabricant avec des médecins qui sont au courant et sur des cas particuliers. Donc, sur les produits comme les produits basse tension ou autres, le même principe s'applique. Le prototype peut être utilisé avant marquage CE. On peut faire les tests chez un futur client potentiel parce que c'est plus facile d'utilisation pour des raisons pratiques de vérification de performance, par exemple. Mais on se doit d'avoir échangé avec lui avoir fourni au moins les éléments qui permettent de garantir la sécurité. Il y a beaucoup de questions. Hein. Oui, c'est bien. Qu'en est-il des produits électroniques utilisés dans le cadre médical, mais n'entrant pas dans le traitement du malade, c'est-à-dire n'intervenant pas dans le cadre d'un traitement d'un patient? Alors, il faut voir comment est défini le produit. Certains produits sont définis comme étant des dispositifs médicaux, et dans ce cas, c'est la directive dispositifs médicaux qui s'applique. Et puis, il y a des produits, vous avez un PC que vous allez rentrer dans la salle d'opération parce que ça va vous servir à collationner des données, par exemple. Le PC n'est pas un dispositif médical en tant que tel. Donc, lui, il est soumis aux règles des directives applicables, basse tension, CEM, éventuellement radio, parce qu'il y a du Wi-Fi, etc. Ce qui va être demandé, c'est une compatibilité entre les différents usages, en fait. On ne va pas vous imposer d'appliquer la directive dispositif médical si votre produit n'est pas un dispositif médical. S'il ne rentre pas dans le traitement, s'il n'est pas là pour des fins diagnostiques ou s'il n'est pas là pour être en contact avec le patient. Mais par contre, il peut y avoir des exigences spécifiques qui s'appliquent lorsque ce PC est raccordé, enfin ce PC ou cet équipement, est raccordé à un dispositif médical. Là, on va exiger un certain nombre de règles de sécurité qui vont s'appliquer. Et surtout, c'est le dispositif médical sur lequel vous allez vous raccorder qui, lui, devra avoir prévu, alors au niveau de ses notices, des essais qui auront été faits préalables, etc., le fait qu'on peut raccorder un équipement externe dessus. Je vous donne un exemple. Sur un appareil d'échographie, par exemple, vous pouvez avoir un PC intégré. On n'exige pas que le PC respecte la norme médicale 661. Il suffit qu'il respecte la norme des PC qui est la 60950 aujourd'hui. Par contre, on va vérifier une compatibilité entre les deux au niveau des mesures de courant de fuite et des choses comme ça. L'application des normes harmonisées peut-elle suffire pour dire que l'analyse de risque est réalisée? Non, l'application des normes harmonisées, c'est la réponse à l'analyse de risque. C'est-à-dire que vous avez déterminé il y a un risque électrique, il y a un risque mécanique quand l'appareil chute, il y a un risque de pression parce que c'est une cafetière, enfin, etc., etc. Il y a un risque lié au fait qu'un enfant va pouvoir l'utiliser. Bon, donc ça, vous l'avez déterminé. Et la réponse que vous allez mettre en face, c'est j'ai appliqué la norme. Mais l'analyse de risque, le préalable, c'est les dangers issus de l'usager, de l'utilisation des conditions environnementales, et puis du fait que vous utilisez un certain nombre d'énergies dans le produit, telles que la pression, les lecs, etc., etc. Ça, c'est ce que vous devez déterminer. Il est probable que pour un produit électrique, la réponse en face du danger, c'est j'ai appliqué la norme. Mais la norme n'est que le résultat de l'analyse de risque. Donc, à vous de le reformaliser en montrant que vous avez tout pris en compte. Donc, encore une fois, les usagers, un enfant de 10 ans ou une personne handicapée, il faut prendre en compte toutes les considérations possibles, ou une personne âgée, ou une personne ayant un handicap, oui, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez pris en compte les conditions environnementales, c'est utilisé dehors, sous la pluie, quand il fait moins 30 degrés, enfin, etc., etc. Et puis les conditions, les usages raisonnablement prévisibles, donc les usages entre guillemets détournés qui peuvent être faits du produit. Quand vous avez déterminé tout ça, vous allez voir qu'effectivement un produit, par exemple électrodomestique, qui répond à une norme électrodomestique, les réponses face au risque, vous les avez dans cette norme. Mais vous devez d'abord faire cette démarche préalable d'analyse de risque. C'est-à-dire que vous n'avez pas un gros travail supplémentaire au niveau des résultats et des essais que vous allez faire. Vous avez le travail supplémentaire qui est de se reposer des questions amont et de rebalayer l'ensemble des risques.
crois que c'est la dernière question qui vient de nous arriver. Alors, passer les exigences liées, par exemple, les exigences de santé et de sécurité liées à la directive radio permettra de s'affranchir, de passer les exigences basse tension, par exemple, Oui. ou bien doivent-elles toutes être passées, Alors, tout être contrôlées? Alors, oui, sur le principe, c'est-à-dire que la directive radio couvre l'ensemble des risques. Maintenant, les exigences classiques radio qu'on va trouver au travers des normes qui permettent de vérifier le fonctionnement de l'équipement en termes de gamme de fréquence, de puissance solide, etc., ne suffit pas. Vous devrez appliquer une norme de sécurité électrique en plus qui viendra couvrir les risques. Je vous donne un exemple. Vous avez un PC sur lequel il y a du Wi-Fi et du Bluetooth. Il est soumis à la radio. Donc, il y a les normes radio, les normes ETSI, les séries EM 300, etc., qui vont s'appliquer. Vous allez faire les essais CEM classiques pour ce type de produit combiné avec les essais radio, mais vous devrez faire les essais de sécurité électrique en appliquant une norme telle que la norme EN 6950, qui est la norme reconnue dans le cadre de la directive basse tension pour le risque électrique des appareils de traitement de l'information. Donc, cette norme n'est pas listée dans la directive radio, mais c'est celle que vous allez appliquer pour respecter le risque électrique. Donc, vous ne déclarerez que la directive radio dans votre déclaration de conformité. Mais quand vous déclarez la directive radio, vous direz mon produit PC Intel est conforme à la directive RED numéro 2014-35, etc. La conformité est éprouvée en appliquant les normes EN 55022, ETSI 300, 321, ou je ne sais plus les numéros, etc., et EN 6950. Donc, vous listerez les normes applicables, y compris celles qui concernent le risque électrique. Bien, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie, Xavier. Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est bien sûr de vous laisser nos coordonnées. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent la présentation PowerPoint. Vous trouverez nos coordonnées, nos contacts à la fin de cette présentation. Pour l'avenir, je vous informe que nous aurons 2 réunions qui peuvent peut-être intéresser certains d'entre vous. Une réunion le 12 décembre, une réunion physique ici à la CCI de 13h45 à 17h le 12 décembre sur les nouveaux règlements européens qui concernent le marquage CE des dispositifs médicaux. Et on abordera avec notamment l'Agence nationale de la santé du médicament, le laboratoire, le GEMED, organismes notifiés, etc., un certain nombre, un avocat spécialisé. On abordera ces nouveaux textes qui vont impacter de manière assez forte à la fois les fabricants, les importateurs, les mandataires et les distributeurs de dispositifs médicaux. Et puis, autre rendez-vous qu'on vous donne, le 25 janvier 2018, de 13h30 à 14h15, un webinaire sur le nouveau règlement sur la protection des données personnelles qui s'appliquera à partir de mai 2018. Donc, si ces 2 manifestations vous intéressent, je vous invite à vous inscrire sur le site de la Chambre de commerce dans la rubrique agenda. Vous retrouverez d'ici quelques jours ces 2 événements pour pouvoir vous inscrire. Voilà, vous allez aussi recevoir un questionnaire d'évaluation de ce webinaire et je vous remercie de bien vouloir le renseigner. C'est toujours très utile d'avoir votre retour. C'était un peu une première pour nous avec Xavier. Donc voilà, c'est très intéressant de savoir si ça vous a intéressé, si ça vous a été utile et si le format vous convient. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir.